Bienvenue à Mouchia, les honneurs à la FAD toujours. Mouchia Kabeya, merci d'être parmi nous cet après-midi. Bonjour à William Beya d'Afrique du Sud, qui est en Afrique du Sud en ce moment. Mouchia, je pense que toi, tu es à Lubumbashi. Oui. Voilà, exact. Et on a donc Biko Mungala, merci d'être avec nous, Biko. Bonjour, merci. Qui est à Nouakchott, si je ne me trompe pas. Oui, actuellement, oui, à Nouakchott. Voilà, et donc on a ma co-host, la lovely Mianda, qui elle est à Gombe. Bonjour tout le monde. Bonjour. Chez où, Joe? Joe, lui, il est à Ngaliema. Voilà, il est dans et toi, tu es à la République de la Gombe. Alors, bonjour à tous les participants. Donc, on commence à voir, les participants commencent à arriver. Je crois que nous, on va se lancer directement pour ne pas être en retard sur notre programme, en espérant que plus de participants arrivent bientôt. Donc, je m'appelle Joe Mupondo. Je suis directeur général de Sodeiko Développement, qui est une des entreprises du groupe Sodeiko. Et je suis également administrateur délégué du groupe Sodeiko. Alors, Kelobantu est une initiative de Sodeiko ensemble avec la FEC suédoise, ce qui est la FEC suédoise, donc NIR, et leur programme des entreprises, au travail. Donc, ils ont un programme qui soutient les entreprises au travail. Alors, j'espérais avoir le slide de Kelobantu, mais je vois Mianda. Je ne vois pas le slide. Rapidement, Kelobantu est une plateforme qui est axée sur le développement des ressources humaines et le développement des ressources humaines et la rencontre entre les employés et les employeurs. Donc, l'idée avec Kelobantu, c'est que ce soit une plateforme de rencontre entre employés et employeurs qui ensemble travaillent pour pouvoir optimiser les capacités des employés afin de pouvoir développer la productivité au sein des entreprises. L'idée ici, c'est de faire en sorte que tous les acteurs puissent se rencontrer et mettre l'être humain au centre afin que ce soit l'être humain qui contribue au développement de la société. Alors, je vais laisser Mianda parler de l'écosystème que nous avons créé au sein de Kelobantu pour que vous puissiez comprendre quelles sont les différentes étapes que nous avons. Voilà, merci. Mianda, tu es sur mute. Tu es sur mute, Mianda. Désolée, voilà, je vous rejoins. Donc, voilà. Merci pour la parole, Joe. Comme tu l'as bien expliqué, Kelobantu, c'est une plateforme d'accompagnement qui vise à optimiser le développement du capital humain. Et Kelobantu a développé un écosystème qui va donc accompagner ses partenaires. Et à travers de cet écosystème, il y a donc une série d'ateliers, de workshops qui représentent au fait une évaluation de besoins, de le renforcement des capacités et de compétences. Ensuite, qui aujourd'hui se transforme donc en webinaire, comme celui-ci auquel vous assistez aujourd'hui. Ensuite, il y a un sommet, un salon du capital humain qui va se tenir en septembre. On tiendra chaque année, qui offrira l'opportunité d'avoir des masterclass introductives sur les sujets qui auront été pertinents lors de l'analyse de vos besoins au sein de vos entreprises. Donc, ce forum-là, c'est un salon d'emploi de 2 jours.
et une exposition de 3 jours avec des opportunités d'emploi, de formation et autres. Après cela, l'accompagnement se poursuit donc à travers l'académie, l'académie Sodeïco, qui est une structure qui va accompagner les entreprises pour développer encore plus les compétences de manière un peu plus approfondie et continue. Donc ça fait partie donc de l'écosystème du Kelobantou. Voilà. Merci Mianda. Merci Mianda. Donc on va se jeter droit à la thématique d'aujourd'hui. Ici, la thématique, c'est penser global et agir localement. Alors, les questions que nous nous sommes posées ont été on a vu ce qui s'est passé dans le monde entier avec cette crise. Il y a eu plusieurs mobilisations dans plusieurs pays différents. Il y a eu des mobilisations de la société civile, des mobilisations des entreprises privées. Et nous, en fait, on s'est demandé, qu'est-ce que nos entreprises peuvent faire, au fait, pour d'abord, protéger et soutenir et conserver leur capital humain, mais aussi, est-ce que le secteur privé s'est mobilisé en RDC? S'il s'est mobilisé, de quelle manière s'est-il mobilisé? Et si le secteur privé ne s'est pas mobilisé, comment peut-il se mobiliser? Donc ça, c'est la thématique du webinaire que nous allons avoir. Et nous avons donc invité 3 personnes, 3 experts du domaine qui vont partager avec nous et échanger avec nous aujourd'hui. Alors, nous allons tester quelque chose aujourd'hui aussi de sympathique. Donc, avant d'aller vers avant d'aller vers mes panélistes et les présenter, je voulais parler aux participants en disant que nous allons tester quelque chose aujourd'hui de sympathique. Nous allons donner la parole à deux ou 3 de nos participants pour qu'ils puissent en direct poser les questions, des questions aux panélistes. Alors, ce que vous devez faire, c'est que vous devez poser vos questions d'abord dans le Q&A. Donc, il y a une petite fenêtre qui s'appelle Q&A en bas de votre écran. Et dans cette fenêtre-là, vous écrivez, vous posez vos questions. Et alors, certaines des questions seront lues parce on ne pourra pas donner de parole à tout le monde. On va lire certaines des questions, mais il y en a 1 ou 2 qui seront choisies et le participant pourra donc, le ou la participante, pourra directement poser sa question au panéliste de son choix. Alors, une autre chose, c'est que ce panel aujourd'hui est un panel 100% francophone, mais s'il y a des anglophones s'il y a des anglophones dans la salle, j'allais dire, dans cette salle virtuelle, posez vos questions en anglais. Et si c'est jamais un des anglophones qui a la parole, nos panélistes sont tous les 3 bilingues, donc ce qui est une très bonne chose. Voilà ce que j'avais à dire. Oui, une dernière chose, donc il y a Sabrina, on a Sabrina et Lucie qui sont là, qui sont co-animateurs et qui vont assister les participants avec les questions. Si jamais il y a des choses, donc participants, n'hésitez pas, écrivez et Sabrina et Lucie vous aideront. Voilà ce que j'avais à dire comme introduction. On va donc passer directement aux questions et je vais laisser Mianda poser la première question à l'un de nos panélistes. Merci. Honneur à la femme, je vais commencer donc avec Mouchia qui est ici avec nous, qui pourrait commencer par se présenter avant de répondre à la question. Mais je vais déjà poser la question puisque nous sommes en train de parler RSE, responsabilité sociétale des entreprises. Beaucoup d'entreprises, beaucoup de particuliers se posent la question, c'est quoi la RSE? Quel est le rôle de la RSE? Donc, la question, c'est en quoi est-ce que la responsabilité sociale d'entreprise est comme telle, non seulement en interne, mais aussi en externe,
face à cette pandémie du Covid-19. À vous la parole. Merci pour la parole et merci beaucoup pour cette invitation. Je trouve que c'est très intéressant, malgré qu'on soit physiquement confiné, qu'on puisse être tout de même connecté et puis qu'on puisse être intellectuellement déconfiné pour justement se poser des questions, travailler sur la résilience du Congo. Et je félicite beaucoup cette initiative et ce sujet particulièrement. Donc, la RSE. Définition déjà, parce que donc, la question étant qu'est-ce que la RSE au Congo peut faire spécialement en cette période-ci. Déjà, qu'est-ce que la RSE? Alors, la RSE, c'est un peu, en gros, c'est comment les entreprises reversent-elles, en tout cas participent-elles au développement de la société, aux questions sociale et environnementale de la société environnante et non environnante du pays. On voit beaucoup on voit beaucoup les richesses que comporte la RDC et le monde entier est d'accord de dire que comparativement au développement de la société avec les habitants qui vivent une grande pauvreté, donc justement comment les entreprises peuvent participer au développement de la société, de la société congolaise en plus de faire leur activité. Et c'est là justement qu'a été créé, c'est dans cet esprit qu'existe ce cadre de concertation qui est la responsabilité sociétale des entreprises, en anglais CSR, Corporate Social Responsibility. C'est vraiment un cadre légal et donc qui aide les entreprises à participer. Alors, la RSE n'est pas à confondre avec le social. Beaucoup en RDC, comme on ne connaît pas beaucoup cette notion de RSE, on pense que par exemple la RSE, je demandais à des entreprises, ils disaient oui, mais nous on donne de l'argent aux aveugles quand ils viennent au bureau. Non, ça c'est du social. Et l'exemple qu'on donne beaucoup par rapport à la RSE, c'est je ne te donnerai pas de poisson, mais je te donnerai une canne à pêche. Comme ça, tu iras chercher toi-même ton poisson. La RSE, c'est vraiment une notion d'autonomisation. Ce n'est pas donner du poisson pour régler la faim, puisque dans le soir même, il aura encore faim. C'est plutôt l'aider à aller lui-même chercher son poisson. Et effectivement, ce côté RSE est très important, notamment en période de crise. Parce que voilà, on a tendance à tout mettre sur la responsabilité du gouvernement, des autorités sanitaires qui doivent nous aider en période de Covid. Mais la RSE, c'est justement de dire qu'il y a plusieurs parties prenantes. Il y a le gouvernement, bien sûr, mais il y a également toutes les forces vives de la société qui ont toutes un rôle à jouer déjà d'habitude sur le développement sociétal, mais également spécialement en période de coronavirus. Et les forces vives, c'est qui? C'est la population, déjà en respectant les mesures barrières. Les entreprises aussi ont un rôle à jouer. On va un peu énumérer ce qu'elles ont fait, pas fait, pourraient faire. La société civile, les associations, les entreprises minières, les hôpitaux, pas seulement ceux du Covid, donc vraiment toutes les forces vives de la RDC. Et particulièrement en cette période, il y a des mots-clés comme ça qui reviennent et qui tournent autour de la RSE, même dans le monde. C'est la résilience. Donc, les entreprises ont aussi du pays parce que tout va changer. Il y aura un avant et un après coronavirus. Donc, les entreprises ont également une grande part à y faire. La philanthropie, puisque à crise particulière, besoin particulier. Donc, les entreprises et les individus, les directeurs, les PDG sont aussi amenés à faire jouer de leur philanthropie, comme par exemple quand on regarde la philanthropie du Nigeria, où en 2 temps, 3 mouvements, les entreprises les plus riches du Nigeria ont réussi à réunir, je ne sais pas, de 200 millions, je crois. Donc, voilà. Et la solidarité. C'est vrai qu'il faut le dire, le Congo n'a pas une culture de la solidarité en tant que telle. On a une solidarité très originelle autour de la famille, etc. Ça, c'est très fort, bien sûr. Mais le côté solidarité, du fait des gros problèmes, justement, de la corruption qui s'est fait suite à la solidarité et de la misère, d'ailleurs,
de la misère. Tu ne peux pas être en tout cas matériellement solidaire quand 80% de la population vit avec moins d'$1 par jour. Donc, voilà. Et du coup, il faut justement, en ces périodes spécialement de crise de coronavirus, voilà, vraiment refaire jouer cet esprit de solidarité. Il y a des télécoms qui s'arrangeaient, par exemple, à ce que $1, une personne $1, mais sur le nombre de millions, ça fait effet. Et c'est vrai que, voilà. Alors, pour en venir justement à la définition précise de la RSE et justement de ce que les entreprises au Congo, puisque la question c'est donc qu'est-ce qui incombe justement de la part des entreprises sur leur plan RSE, spécialement en période de coronavirus, pour vraiment aller précisément autant dans la définition que dans les exemples de ce que les entreprises au Congo ont fait ou peuvent faire. On va justement parcourir les ODD, les objectifs de développement durable. Et justement, la RSE, en fait, c'est des entreprises qui zooment sur chacun des ODD. Donc, il existe 17 ODD. Je ne sais pas si on peut faire figurer ce visuel. Et justement, qu'est-ce qu'une entreprise en zoomant sur un objectif de développement durable, puisque les objectifs de durable, ce sont les 17 plans sur le plan planétaire qui participeront justement à un bien-être des populations dans le monde. Et spécifiquement en cette période, justement, qu'est-ce que certaines entreprises ont fait ? Parce que les entreprises au Congo, la solidarité au Congo s'est quand même faite. Les entreprises ont joué le jeu. Il y a vraiment des entreprises qui ont marqué des coups, comme par exemple donc, en interne, parce que c'est important, la RSE se voit en interne dans le comportement intérieur de l'entreprise, mais également à l'extérieur sur les sociétés environnantes. Et donc, du coup, en interne, là où les entreprises ont bien respecté en termes de RSE, c'est la protection de leurs employés. Ça, c'est l'ODD numéro 8 qui s'appelle le travail décent, c'est-à-dire respecter ses salariés. Et en l'occurrence, les entreprises ont beaucoup marqué leur coup sur la protection, donc les lavages des mains, les masques, un ménage plus important. Les entreprises ont aussi pas mal joué le jeu sur l'emploi, donc le maintien de l'emploi. Certaines entreprises se sacrifient, même si la production est à l'arrêt avec le lockdown, mais elles maintiennent l'emploi ou parfois elles donc mettent de côté les salariés physiquement, mais en maintenant les salaires. Tout ça, ce sont des efforts. Il y avait notamment également donc en extérieur ce que les entreprises peuvent faire sur ces plans-là, c'est également donc les masques. Il y a pas mal d'organisations internationales comme le PNUD, par exemple, qui a fait un effort sur les masques parce qu'on peut importer des masques. Mais comme je disais, la RSE a ce côté autonomisant où des gens comme nous, par exemple, au niveau de ma plateforme précisément qui s'appelle Watch and Act, on a créé un réseau de couturières confinées. Comme ça, elles travaillaient à partir de chez elles, mais ça permettait non seulement d'acheter des masques pour protéger les gens, mais surtout d'autonomiser ces artisanes, ce Made in Congo, puisqu'elles ont vraiment respecté des normes de sécurité. Et le PNUD, par exemple, a fait une opération pareille à Kinshasa où ils ont acheté des dizaines de milliers de masques aux couturières plutôt que de les importer de la Chine. Et en même temps, ça règle deux problèmes en même temps. Alors, je te coupe pas, mais je vais rebondir sur ce que tu as dit et je vais passer la parole à William et je reviendrai vers toi. Donc, tu as parlé de ce que la RDC a fait, donc la prévention, je pense, travail décent, le point 8 du SDG. Tu as parlé du travail décent, tu as parlé des masques. Alors, par rapport à ça, il y a un dialogue qui doit se faire. Et d'où ma question à William, où on dit, OK, dans l'accompagnement du personnel, comment est-ce qu'on met en place ce dialogue, en fait et quelles sont les pistes de solution? Est-ce que le dialogue entre employés et employeurs est la piste de solution? Et comment est-ce qu'on peut transformer en plus-value au niveau de l'employé et de l'employeur ce dialogue-là? Donc, rapidement, William, tu es fondateur du Club RH. Tu vas nous parler un tout petit peu du Club RH.
et nous répondre aussi, donc répondre à ma question, répondre à cette question que je viens de te poser, et comme ça après, on passera à Biko aussi qui va nous parler qui va nous parler de son initiative et de ce qu'ils font. Merci William. D'accord, donc bonjour à tous encore une fois. Effectivement, je parle juste quelques minutes du Club RH. Le Club RH est une plateforme qui a été mise en place et qui permet essentiellement d'avoir un espace d'échange et de réflexion dédié aux pratiques RH. Le but est uniquement d'échanger, de discuter sur des sujets RH. OK. Il n'a pas vocation, par exemple, à faire du placement de personnel ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste échange et réflexion, se tenir informé de l'actualité RH, essentiellement, créer de la valeur par rapport aux différents sujets RH et rendre l'information accessible. Je pense que la plupart d'entre nous ici, nous avons des moyens de communication, nous sommes dans certains groupes WhatsApp, mais au final, lorsqu'on doit revenir et retrouver cette information, ça devient très difficilement gérable. Les groupes WhatsApp sont excellents. C'est un excellent moyen de communication, je le soutiens, j'en fais partie de certains et j'ai beaucoup d'informations grâce à ce moyen de communication. Mais le problème, c'est comment faire pour revenir et retrouver une information sur laquelle on a déjà discuté. Ça, c'est simplement pour présenter le Club RH qui a commencé dans ce début 2020 et qui va continuer en espérant pour longtemps. Mais pour répondre à la question par rapport au dialogue social, si on peut passer au slide suivant. Voilà. Donc, pour moi, le dialogue social s'articule essentiellement sur 4 points. Okay. D'abord, l'implication de toutes les parties, internes, externes, employés. Donc, l'implication, la véritable implication pour qu'on puisse arriver à une solution. On ne peut pas avoir parce que la question était essentiellement de savoir si il fallait avoir un dialogue. Oui, on ne peut pas avoir de solution s'il n'y a pas de dialogue. Le deuxième point essentiel, c'est la transparence. Ça veut dire que la vérité entre les informations qui sont partagées entre les deux parties. Il n'y a pas d'agenda caché, il n'y a pas d'objectif non avoué de la part de chacune des parties. Si ces deux points-là, ces deux piliers essentiellement sont mis en avant, donc le dialogue social avec tous les intervenants, que l'on parle des syndicats dans le cadre d'une entreprise, de l'employeur, de l'employé, des communautés au travers du CSR, au travers de CSR, on aura déjà l'essentiel qui sera atteint. La définition des rôles également est extrêmement importante. C'est le fait de pouvoir s'assurer que chacune des parties comprend son rôle, employeur, employé, et comprend les attentes de l'autre partie également. Et qu'il n'y a pas de malentendus non plus sur les différents rôles que chaque partie aura à jouer. Et la formation. La formation est essentielle. Là, je parle essentiellement tant au niveau de l'employeur, mais également au niveau des employés au travers de la formation des syndicats, des membres du CSR. Je prends régulièrement cet exemple. Si on décide de se mettre ensemble et qu'on décide l'employeur et les employés décident d'organiser un match de foot, par exemple, et qu'on se donne rendez-vous le lendemain à 16h pour un match de foot, mais que l'employeur, lui, pensait au football américain et que l'employé pensait au soccer, au football classique que l'on connaît, on risque d'avoir des grosses déconvenues parce que chacun vient avec des règles différentes. Donc, il est essentiel qu'on puisse avoir une bonne formation et que cette formation permette à tout le monde de comprendre comment communiquer, sur quoi communiquer, les attentes et surtout les règles du jeu. Donc, si on arrive à mettre ça en place, le dialogue social sera mis en place et permettra une meilleure communication et un meilleur développement des relations sociales dans l'entreprise, mais également en dehors de l'entreprise. Donc, on parlait de la responsabilité sociale de l'entreprise. J'ai beaucoup apprécié, donc elle avait totalement raison, parce que c'est son cœur de métier, l'explication qu'a fait Mouchia, que je ne vois pas, mais qu'elle a fait. Si je peux essayer de rajouter quelques points, c'est quels sont en fait les indicateurs qui nous permettent de pouvoir mesurer la responsabilité sociale de l'entreprise. La responsabilité sociale de l'entreprise, c'est la capacité à l'entreprise de mettre des indicateurs que Mouchia a présenté tout à l'heure pour s'auto-gérer. Donc, on met les indicateurs, on les définit au départ
et ensuite on décide de s'auto-gérer par rapport aux indicateurs qu'on a fait dès le départ. Les points clés, c'est la satisfaction du client. Le client, on parle du client externe, quel que soit le cœur de métier, dans l'industrie minière, dans la distribution. C'est le client qui va permettre de créer la valeur et ajouter de la rentabilité pour l'entreprise. Le deuxième point essentiel pour moi, c'est le bien-être des employés. Bien-être des employés en temps de formation, développement, pas d'harassement. Donc, les règles RH et internationales qui doivent être respectées, bien entendu. Nous avons une responsabilité par rapport à l'environnement local. Environnement, je ne parle pas uniquement d'environnement dans le sens la gestion des plantes et de l'espace, mais également la gestion de l'entreprise dans l'environnement local et l'environnement mondial. Là, maintenant, je veux parler pour l'environnement mondial, comprendre l'impact que nous allons faire ici par rapport à ce qui pourrait être développé à l'extérieur. Mon expertise en termes de RH est essentiellement dans l'industrie minière, mais je voudrais faire comprendre que le RSE ne s'adresse pas uniquement aux entreprises minières, parce qu'on a tendance, en parlant de RSE et d'impact par rapport à la communauté, à penser par exemple qu'à Kinshasa, les employés qui sont là, dans les télécommunications, n'ont pas besoin de RSE. Bien sûr qu'ils en ont besoin. Ils sont également dans un environnement, ils font partie de la société également, même s'ils ne vivent pas dans une zone rurale. Voilà. Le souci parfois, c'est qu'on impacte directement la RSE avec l'impact rural. Donc les points qui aujourd'hui peuvent faire obstacle ou bien ralentir l'intégration des RSE dans les différentes entreprises. L'entreprise a des priorités commerciales différentes, donc pour elle, les RSE ne sont pas une priorité. L'entreprise a essentiellement des objectifs à court terme. RSE signifie objectif à long terme pour pouvoir avoir un développement. Les investissements financiers, l'entreprise refuse d'investir, il y aura un coût pour le RSE. Le retour est extrêmement bénéfique, mais s'il n'y a pas d'investissement financier qui est fait, le retour ne pourra pas être possible. Le manque de connaissances de la part des équipes dirigeantes de l'entreprise, le manque de connaissances sur les objectifs de RSE, le manque de soutien de la part de l'entreprise aux personnes qui sont en charge de la responsabilité sociale dans l'entreprise également, et l'appropriation du rôle. L'appropriation, j'aurais dû mentionner la non-appropriation du rôle. Ça veut dire qu'il n'y a pas une personne clé qui est la personne garante de la mesure de la responsabilité sociale. On a parlé des différents points. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse mesurer si on atteint les objectifs et si on n'atteint pas les objectifs et qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir les atteindre. Donc, généralement, dans certaines entreprises, il y a un manque d'appropriation. Il n'y a pas une personne clé que l'on peut dire est à la base de RSE. Merci William. Oui. Je te coupe, mais je te reviens bientôt. Sur base de ce que tu as dit, il y a une question qui vient du public. Et alors, en fait, on voulait donner cette question au public. C'est une question qui nous vient de Stimelau ou Singhi. Excusez-moi, Stimela ou Singhi. À qui je donne le micro. Stimela, est-ce que vous nous entendez? Pouvez-vous parler? Stimela ou Singhi. Stimela. Oui, il travaille à Metalcol, Stimela. Ah, ok. Voilà, tu le connais, William. Ok. Donc, Stimela ou Singhi, vous êtes là. Oui. Vous aviez une question à Mouchia. Veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Ok, bonjour à tous. Bonjour. 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 Et je suis avec vous depuis Kolwezi dans les là-bas. Je voulais juste poser une question à Madame Mouchia. Allez-y, s'il vous plaît, elle vous entend. Elle vous entend, allez-y. J'avais une préoccupation, en fait, concernant l'activation du CSA. Une société qui est, on peut appeler ça un projet, une société qui est encore en phase d'exploration, sur les recherches des gisements et tout. Est-ce que cette société peut-elle déjà activer
le CSA parce qu'évidemment, il y a des villages impactés tout autour du projet et les villageois, en fait, les gens du village, et ils ne voient pas ça. Je sais que c'est une notion du code minier, mais je voulais juste avoir un éclaircissement parce que nous sommes dans une période où le Covid vient un peu mettre tout en suspense. Alors, est-ce que une société qui est en phase d'exploration peut-elle activer les CSA? C'était juste ça une préoccupation que je voulais avoir de Mme Mouchia. Ça va. Merci beaucoup, M. Stimela. Merci pour votre question. Vous m'entendez, hein? Oui, je vous entends, madame. Merci déjà même pour tout simplement votre souhait de le faire. Parce que si vous posez la question, c'est que vous souhaitez le faire. Et c'est vrai que je répondrai de deux côtés. Donc, sur le côté vraiment technique, minier, je ne suis pas forcément spécialiste du côté mining. Donc, en termes vraiment légal de savoir si vous pouvez activer ou non, c'est très technique et on peut rester en contact pour que je vous trouve avec précision ces informations-là. Mais ce qui est intéressant dans votre question, c'est que, et c'est même la base en fait de la RSE, puisque la RSE existe depuis une soixantaine d'années, et à la base de la RSE, c'est déjà le volontariat. Loi ou pas loi, c'est le volontariat. La solidarité, c'est du volontariat. Quand on regarde la solidarité qui s'est faite autour de George Floyd, que ce soit de la part des entreprises, des artistes, ce sont des gens qui sont responsables sociétalement, qui trouvent que la question raciale est une question sociétale et qui savent que pour faire bouger les choses, il faut des moyens et qui veulent y mettre. Il y a des marques qui ont mis de l'argent, il y a des artistes qui ont mis de l'argent. Donc, c'est même ça la base. Donc, vous, si vous faire des actions, parce que c'est même ça la question de la RSE, surtout au Congo, surtout dans les zones minières, c'est de se dire on arrive dans un village pauvre et on a des immenses investissements et ces gens continuent de ne pas avoir de route, de ne pas avoir d'école, de ne pas avoir d'hôpitaux. Donc, si vous souhaitez faire des actions, que ce soit environnantes ou ailleurs, vraiment, faites-le. Et de toute façon, ce sont donc dans le cadre légal de la société. Allô, on t'a perdu. Des choses après que vous déclarez parce que c'était du volontariat. Voilà. Merci beaucoup pour cette réponse, Mouchia. Donc, j'espère que Stimela est stimulé et a apprécié la réponse. Alors, c'est bien, Biko est de retour et c'est magnifique. Merci. On a cru que tu t'étais perdu à Nouakchott. On l'a perdu à un moment. Voilà. Donc, sur base de ce que Mouchia vient de dire, au fait, cette mobilisation mondiale qui a été faite par rapport que ce soit par rapport au Covid ou même par rapport elle a soulevé Floyd et tout ça, donc cette mobilisation de solidarité. En fait, comment est-ce qu'on peut s'approprier ce genre de résolution tout en contextualisant nos stratégies à nous localement, en fait? Donc, pour rappel, Biko, avant de te laisser la parole, donc pour rappel, Biko Mungala est initiateur de Congo World Foundation et ils ont mis en place une activité dont il va nous parler aussi ici, et tout en répondant à la question en fait de comment est-ce qu'on peut s'approprier de ce genre de résolution qui se passe dans le monde et en le contextualisant à nos stratégies locales. Et j'espère que ça répondra aussi un tout petit peu à la question de Stimela qui était est-ce qu'une entreprise ou est-ce qu'une société en phase d'exploration peut déjà appliquer un programme de CSR. Merci. Je te laisse la parole, Biko. Bienvenue chez nous. Bon, écoutez, bonjour. Désolé pour ces problèmes techniques. La connexion Internet nous a fait défaut pendant quelques minutes. Alors, merci pour la question. Je vais d'abord rapidement expliquer l'objet de l'Échan dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19. Il s'agit d'une initiative qui se nomme Telema Salissa. Telema Salissa, donc c'est une initiative ouverte
une chaîne de solidarité multi-acteurs qui essaye de contribuer à une réponse aux différentes conséquences multidimensionnelles de cette crise du Covid-19. Et à ce sujet, nous sommes en train de travailler avec différentes organisations qui nous ont déjà, notamment, je parlerai de Caritas, des associations du secteur agricole. Cette initiative touche 4 volets. Donc, il y a le soutien de santé à travers du personnel de santé qui s'est mobilisé volontairement. C'est près de 400 médecins, infirmiers et autres personnels donc une idée de travailler volontairement pour essayer d'apporter une contribution dans le cadre justement de la lutte globale contre le Covid et ses conséquences. Et j'expliquerai un peu plus tard dans quel contexte cela pourra se faire en s'inspirant de ce qui se fait aussi, de ce qui a été fait ailleurs et de ce qui peut être pertinent à adapter dans un cas comme celui de la RDC. Il s'agit aussi de volet aide alimentaire où on essaie de voir dans quelle mesure on peut accompagner les initiatives qui existent déjà et apporter une valeur ajoutée dans ce qui se fait. Notamment, on a une assistance aux personnes plus vulnérables, aux orphelins, aux personnes malades, aux veuves, etc. Mais il y a aussi une problématique dans ce secteur qui va toucher durant les mois qui viennent, qui va toucher les personnes qui ont même une situation habituelle d'emploi, se retrouveront dans une précarité à cause des conséquences économiques de cette crise. L'autre volet, c'est la sécurité alimentaire. Et je pense que nous avons peut-être eu des commentaires de Mouchia à ce sujet, puisqu'on collabore avec elle aussi dans le cadre de Lima Salissa. La sécurité alimentaire, il y a des réponses importantes qui pourraient être aujourd'hui, on va assurer qu'un pays comme la RDC, qui importe encore beaucoup au niveau alimentaire et qui pourtant a des ressources énormes, un potentiel énorme dans ce domaine, pourrait profiter de cette période de crise pour pouvoir essayer de booster ces secteurs de l'agro-industrie, ces secteurs agroalimentaires et ainsi atteindre l'autosuffisance assez rapidement dans ce domaine. Et enfin, c'est le plaidoyer au service des entreprises, au service du secteur privé, au service d'un changement de paradigme pour un pays comme la RDC qui devrait profiter de ces genres de circonstances qui ne sont pas toujours favorables pour essayer de bousculer un peu les habitudes qui ne sont pas en fait des habitudes qui servent concrètement au progrès du pays. On n'a qu'à voir les résultats actuellement. Donc, c'est l'occasion, puisqu'on est en crise, on le voit dans certains pays, on le voit dans l'histoire du monde, quand il y a des grandes crises, quand il y a des guerres, par exemple, il y a une économie de la guerre qui se met en place, il y a des changements et des transformations qui découlent de cette difficile. On est en guerre contre une pandémie, on est en guerre contre un monde qui est en train de se bouleverser devant nous et c'est à nous de trouver les bonnes façons de pouvoir répondre à ce challenge dans l'urgence, mais aussi penser à la crise, comment on va pouvoir se positionner de la meilleure façon pour être des acteurs un plus pertinent du monde de l'Esprit Congo World Foundation a mis en place Telema Salissa, qui est une initiative ouverte à toutes les bonnes volontés. Alors, pour répondre plus spécifiquement à la question qui a été posée, je dirais simplement qu'il faut essayer de ne pas faire du copier-coller, et c'est ce qui a été justement, je crois, mentionné par Joe, et adapter certaines bonnes approches que l'on peut voir à l'extérieur, les adapter à notre contexte. Et dans le cas précis de la RSE, une des préoccupations que je pourrais épingler, c'est le fait de s'assurer que nous avons aujourd'hui au Congo des entreprises qui peuvent, notamment je crois qu'on a parlé du secteur minier, qui peuvent venir à différentes étapes de leur projet et qu'il faut plutôt accompagner, déjà que le contexte congolais n'est pas évident, il faut déjà accompagner pour qu'elles puissent répondre au mieux à leur challenge principal qui est leur cœur de métier. Et le volet RSE doit venir dans une approche où on leur demanderait, par exemple, de contribuer financièrement par rapport aux principes de la RSE, mais de ne pas être directement des acteurs actifs dans ce secteur. Je trouve que c'est plutôt contre-productif d'avoir plusieurs initiatives isolées, par exemple des compagnies minières qui se lancent dans l'agriculture, qui se lancent dans l'éducation, qui mènent des projets de manière isolée, alors qu'on pourrait avoir, par exemple, des trust funds ou une mutualisation des efforts des différentes entreprises qui mettraient leur investissement ou leur apport financier en matière de RSE dans un package qui va être en fait un peu plus conséquent et qui pourra agir de manière plus impactante dans ce qu'on peut faire en matière soit d'éducation, soit d'agriculture, accompagner des petits producteurs, structurer ces secteurs, développer une chaîne de valeur dans le domaine de l'agro-industrie,
relier cela avec, par exemple, les énergies renouvelables pour s'assurer, par exemple, de la capacité de maintien d'une chaîne de froid pour certains produits, la conservation, les entrepôts, le transport. Donc, c'est sortir Nico, je vais me permettre justement, tu es en train de répondre à l'une des questions qui a été posée de l'audience. Au fait, il y a M. Cheikh Ahmed qui allait justement poser la question pour savoir quelles sont les réalisations palpables. Parce que tu es en train de donner un exemple des entreprises privées du secteur minier. Nous sommes en train de parler de la contextualisation de la riposte et de l'apport des entreprises par rapport aux efforts qui sont conjugués ici sur place. Donc, Cheikh Ahmed aimerait bien savoir quelles sont les réalisations palpables que les entreprises ont mis en place pour pallier au fait que beaucoup d'agents, parce que nous sommes dans le concret, il y a beaucoup d'agents qui seront retranchés. Y a-t-il des entreprises locales qui promotent, en découlant de ce retranchement, qui promotent l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est un exemple que tu peux élaborer dans ce sens-là? Dans le contexte congolais en particulier ou de manière générale? Dans le contexte congolais ou d'une meilleure pratique venant d'ailleurs? Okay. Déjà, premièrement, je pense que au niveau mondial, on a vu beaucoup d'exemples d'adaptation, d'adaptation en fait très rapide par rapport à des contextes, sans pour autant m'appesantir sur le cas précis de l'entrepreneuriat en termes de reconversion ou d'adaptation, mais je pourrais donner des exemples où on a vu des secteurs qui n'étaient pas du tout habitués à offrir certains services, qui s'y sont mis à cause de la crise du Covid. Je vais prendre un exemple comme ça au hasard. Dans des pays comme la France, on a vu des compagnies qui étaient dans la fabrication des parfums qui ont décidé de faire des gels hydroalcooliques. On a vraiment une approche un peu plus réactive face à la crise ailleurs. Et dans le cas du Congo, malheureusement, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'exemples d'adaptation assez rapide. On a beaucoup de projets, beaucoup d'initiatives, beaucoup de concertations. Et aussi, il y a cette situation un peu ambivalente par rapport à la crise du Covid elle-même, où on ne sait pas très bien si on est dans une crise qui est en train de prendre fin ou qui est en train d'être dans une phase de démarrage avec peut-être des risques plus grands. Mais une chose est certaine, les conséquences multidimensionnelles de la crise, on le vit au Congo, on va le vivre encore davantage au-delà de l'aspect sanitaire. Et donc, il faut se préparer à un changement et à une adaptation nécessaire. Quand Kinshasa est confiné, même au niveau de la Gombe, ou tout simplement fermé ou bloqué du reste de la République, avec la difficulté pour le transport, notamment de certaines marchandises, parce que même quand on dit que les camions peuvent venir à Kinshasa ou quitter Kinshasa pour aller s'approvisionner, certains petits producteurs, c'est eux-mêmes qui amènent leurs marchandises, et donc ils n'auront pas accès à Kinshasa. Et aujourd'hui, on sait par exemple que l'un de nos partenaires au niveau de Télémassalista, qui est un regroupement de plusieurs petits producteurs, ils sont bloqués actuellement avec des centaines de tonnes de marchandises en dehors de Kinshasa qui ne peuvent pas atteindre Kinshasa. Ils ont juste besoin d'un budget au niveau du transport pour pouvoir aller chercher ces marchandises de petits paysans, de petits producteurs qui ont travaillé dur pour ces récoltes-là et qui ne peuvent pas vendre dans Kinshasa. Et donc, vous voyez, quand on a une capacité d'adaptation, ce serait par exemple aujourd'hui plusieurs entreprises qui ont par exemple des moyens de transport, des camions et autres, qui sont bloqués parce que leur activité est au ralenti ou est arrêtée, qui pourraient très bien s'associer avec d'autres, qui pourraient faire une chaîne de solidarité pour aller chercher ces denrées et ainsi sauver tout un pan de l'activité économique qui touche des petites gens. Au niveau de… Oui. C'est un très bon exemple. C'est un très bon exemple. Donc, on parle du concret, on parle d'un exemple spécifique où, comme l'a évoqué Biko tout à l'heure, faudrait-il que les entreprises deviennent maintenant des acteurs de développement ou est-ce qu'il faut encourager des initiatives comme Telema Salissa qui sont des bonnes initiatives pour justement pallier au gap qui existe par rapport à la crise que nous sommes en train de connaître. Et ça va nous ramener aussi vers William. Qui parle des RH. Maintenant que nous sommes en train de parler des responsabilités sociales internes versus externes, il y a lieu de se demander est-ce que ces responsabilités sociales peuvent avoir un impact sur la performance de l'entreprise? Puisque les entreprises ont tendance de voir la responsabilité sociale comme étant un poids, plus un poids,
mais plutôt au lieu de le voir comme un apport, un contribuant sur la performance de l'entreprise. Est-ce que William, tu peux nous parler de ça? Oui, tout à fait. Mais de nouveau, pour préciser, donc mon but est vraiment de voir la responsabilité sociale des entreprises dans le sens le plus large possible et pas nécessairement uniquement dans le sens de l'assistance au développement des sites ruraux. Il faut le faire, il faut soutenir. Je pense que nous avons tous compris qu'il y a un besoin, mais ces besoins, par exemple, les gens en ont besoin à Kinshasa également. Il ne faut pas uniquement aller dans des zones reculées pour se rendre compte qu'il y a des besoins. Et des entreprises qui sont sur place à Kinshasa peuvent poser des actes également par rapport à ça. Pour pouvoir arriver, donc, donc pour répondre à la question, je suis absolument totalement convaincu sur le fait qu'il y a un lien direct entre la responsabilité sociale des entreprises qui le font vraiment, qui jouent franchement et qui jouent vraiment le jeu et une amélioration des performances de l'entreprise. Mais de nouveau, il faut revenir sur les bases. Donc, il faut qu'il y ait une base de confiance entre tous les intervenants. Il faut que tous les intervenants puissent avoir ce que j'appelle de l'engagement et de la productivité. Donc, ce n'est pas uniquement sur papier que je dis oui, j'ai confiance, mais également en tant que productivité des employés au sein de l'entreprise, on puisse constater qu'il y a un véritable engagement. Les employés, par la suite, dans ma logique et dans ma perception, peuvent commencer lorsqu'on comprend qu'il y a un véritable engagement de leur part. Les employés vont pouvoir amener de meilleures contributions. Ils peuvent le faire dès le départ. Mais lorsqu'on sent que quelqu'un est engagé, l'employeur a une meilleure perception des contributions qui sont faites de la part de l'employé, puisque les employés et les gens qui sont en interne vont faire des contributions en comprenant parfaitement la situation de l'entreprise et l'environnement dans lequel on vit. Et sur base de cela, on pourra mettre en place une caisse de résonance au sein de l'entreprise pour répondre à ses besoins internes et externes par rapport à la communauté et par rapport aux besoins de l'entreprise. Et ensuite, je suis absolument certain qu'on pourra arriver à un niveau de satisfaction du travail et une meilleure performance. Ça a été démontré dans d'autres lieux où ça a été fait. Ce n'est pas encore mis en place en salle de la RDC, mais il n'y a pas de raison que cela ne puisse pas fonctionner, puisque tous les endroits où on a appliqué ce type de processus ont toujours amené des résultats positifs. Et de nouveau, on revient sur transparence, communication, la compréhension des rôles de chaque partie. Et dès qu'on a cette base qui est la confiance, le reste découle de soi. Donc, il y a véritablement un impact tant que tous les acteurs jouent le jeu. Merci, merci William, pour cet éclaircissement. Alors, on va passer à une autre réponse, donc une deuxième question plutôt, une deuxième question des participants. Et cette fois-ci, c'est une dame, Nathalie Kaboué, qui va poser sa question. Alors, elle n'a pas dit à qui elle veut la poser. Donc, on lui laisse la parole. Nathalie, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez, Nathalie? Oui, je vous entends. Vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Oui, très bien. Bonjour tout le monde. Alors, vous aviez une question. À qui la posez-vous? Et voilà. C'est un peu une question ouverte parce qu'on a parlé de la mutualisation des actions des entreprises. Donc, pour moi, c'est une bonne idée. Mais à l'état d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut savoir quels sont les freins qui font en sorte que les entreprises ne mutualisent pas des actions dans un même environnement? Pourtant, ils ont les mêmes objectifs souvent. OK. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer? Je pense que je vais peut-être commencer et les collègues pourront ensuite compléter. Je crois que déjà, merci Nathalie pour cette question très pertinente. Je pense qu'il est important de retenir dans le contexte congolais, il y a un sérieux problème de confiance entre les acteurs sur le terrain. La culture, pour l'instant, au niveau du pays, c'est principalement des initiatives isolées et on n'a pas encore cet esprit de pouvoir canaliser les efforts dans une mutualisation plus efficiente.
Et donc, aujourd'hui, le travail, ce n'est pas de se plaindre, encore une fois, comme on peut souvent l'entendre, mais c'est de faire ce constat et de rapidement proposer des pistes de solutions. C'est ce que nous essayons de faire, par exemple, avec Téléma Salissa. On offre à tout le monde une plateforme, une initiative ouverte où on pourrait travailler sur certains volets d'intervention avec les acteurs qui sont intéressés à apporter leur contribution. Et il y en a d'autres comme ça qui peuvent initier des initiatives dans ce sens. Au niveau de la RSE, les entreprises ont la responsabilité de faire face à cette partie de leur cahier de charge, mais plusieurs compagnies, même dans le secteur minier dont on a parlé tout à l'heure, vous allez entendre souvent qui vont se dire, écoutez, on n'a pas toujours les acteurs locaux, ONG ou autres qui sont prêts à travailler avec nous, qui répondent aux besoins. Et l'État a la responsabilité aussi de faire un travail de vérification de ce qui est fait exactement dans un cahier de charge qui soit un cahier de charge non pas simplement au moment de la mise en place de l'entreprise, mais qui soit un travail de monitoring, de suivi régulier de ce qui est fait et d'initiatives qui soient mutualisées, encourager par exemple les acteurs dans une province ou dans certaines régions, comme on le voit aujourd'hui, par exemple dans les lois là-bas ou ailleurs, plusieurs initiatives se font en rapport avec la RSE, mais encore une fois, est-ce qu'il y a un travail global, une approche intégrée où on essaye de faire en sorte que les efforts de chacun soient mis dans un pot commun pour avoir plus d'impact. Donc c'est aussi juste pour continuer dans l'élan, je vais regrouper deux questions d'autres participants. Donc, il y a Babi Kamza qui nous pose juste la question et qui nous dit, est-il possible de créer une structure nationale de suivi de RSE? Et ça, je la pose. Donc, Biko, tu peux continuer là-dessus. Et après, on peut aller chez Mouchia également pour qu'elle puisse nous dire si c'est possible. Et il y a Juju aussi, donc en parlant de RSE toujours, il y a Juju qui nous dit, sur base de ce que tu avais dit, il y a cette problématique de solidarité. Alors, que faire pour que la RDC devienne solidaire? Quoi envisager? Et donc ça, je laisserai plutôt Mouchia essayer de répondre plus, surtout comme elle est sur beaucoup de projets également. Donc, on commence avec toi, où on pose la question, donc, et on demande, est-ce qu'une structure de suivi peut être mise en place au niveau national? Et que penses-tu aussi de la solidarité au sein du pays? Et on laissera donc Mouchia continuer sur la solidarité également. Merci. OK. Par rapport à la structure nationale, je dirais qu'au Congo, on a peut-être aujourd'hui atteint le seuil maximum en termes de création de nouvelles structures nationales. Je pense qu'il y a des ministères, il y a plusieurs organisations au niveau national qui ont déjà cette vocation de pouvoir prendre tout simplement la responsabilité d'assumer leurs différentes missions. Et aujourd'hui, je pense que c'est plutôt en termes d'efficacité, c'est-à-dire une concertation entre les acteurs du milieu identifiés. Nous avons des acteurs très crédibles au pays. Nous avons notamment, par exemple, l'Église catholique. Il y a plusieurs structures qui travaillent au niveau du développement et qui sont reconnues au niveau national comme une organisation crédible et au niveau international. Nous avons les entreprises privées qui ont des acteurs et des responsables au niveau de la RSE. Nous avons des ministères, au ministère des Mines. Nous avons au niveau donc, du gouvernement, les structures sont là, existent. La FEC est là aussi pour s'assurer que ses membres puissent répondre à certains défis et à certains enjeux au niveau du développement du pays. Une concertation et à peut-être mettre en place peut-être un espèce de système de grille d'évaluation qui se ferait annuellement comme un indice de la RSE en RDC qui sera réalisé par la contribution des différentes entreprises, mais par un monitoring qui soit fait par le ministère des Mines et d'autres structures de l'État en collaboration avec la société civile. Ensuite, il y a des initiatives spontanées comme Téléma Salissa ou d'autres qui se mettront en place, qui viendront contribuer à ce travail-là. Mais une structure nationale qui viendra encore se rajouter, on croit que c'est la solution souvent, mais on voit combien de structures qui se créent et qui finissent tout simplement par être des coquilles vides. Et aujourd'hui, on devrait davantage être dans l'efficacité. Et je crois que ça passe davantage par des approches un peu plus souples, concertation, action avec des cahiers de charges très précis, un planning précis. Quand tu dis concertation, c'est là, c'est juste ça. Donc, il y a peut-être ce manque de solidarité. Peut-être que si les entreprises, et c'est le fond même de notre webinaire, si les entreprises travaillaient ensemble plus souvent ou les différentes initiatives se mettaient ensemble pour réaliser certaines choses, ça irait mieux. Que penses-tu de cela? Et bien sûr, juste après toi, si Mouchia peut directement entrer
et échanger et donner sa pensée également. Tout à fait. Mais la concertation au niveau des entreprises, la FEC peut jouer ce rôle, d'autres structures jouent ce rôle. Il y a plusieurs rencontres qui ont lieu. Je pense que c'est aujourd'hui l'idée de l'efficacité. Je donne un exemple très concret. La crise du Covid en RDC, on a eu 2 moments forts avec les discours du chef de l'État. On a parlé de la crise de l'état d'urgence sanitaire, etc. Et on prend des décisions au niveau gouvernemental, on impulse quelque chose en termes de volonté, mais quelle est la suite après? Quelle est la suite en termes de concrétisation rapide? On a des rencontres, on pourrait avoir cette culture désormais de se dire que quand on organise une concertation, on se donne 3 jours et on sort de là avec des résultats précis et on se met à mettre en place une équipe qui va faire le suivi et rendre compte. C'est aussi ce devoir de redevabilité. Les acteurs du secteur privé sont souvent ouverts. On a vu des compagnies, on a mis en place un fonds de solidarité, on a vu des sociétés prêtes à faire des chèques, etc. Est-ce qu'on a un retour, on a un compte rendu 1 mois après de ce qui a été fait de cet argent? Oui, c'est vraiment de commencer même à petite échelle en se disant, 1 semaine après telle rencontre, voici où est-ce que nous en sommes. Même si ça a été juste l'inauguration du petit bureau ou de la petite permanence, montrez-nous les images. Qu'est-ce qui a été fait 1 semaine après? Qu'est-ce qui a été fait 1 mois après? Qu'est-ce qui a été fait 3 mois après? Et là, on va avoir davantage… Excuse-moi de te couper, mais est-ce que c'est pas ça juste, au lieu de passer de passer et d'envoyer ces chèques au niveau de l'État où tu dis il n'y a pas vraiment de transparence, est-ce que c'est ce qu'une initiative comme Téléma fait, Téléma Salissa fait? Et est-ce que c'est ça? Est-ce qu'en allant avec cette initiative de Téléma Salissa, on peut avoir cette transparence en tant qu'entreprise? Parce qu'on est plusieurs à entrer. C'est une forme de contribution qui va dans le bon sens, puisque plusieurs acteurs sont là, et donc il y a différents regards, et l'État aussi est impliqué. Nous avons rencontré les responsables de la task force pour la riposte, etc. Le problème, c'est qu'on s'arrête souvent dans les conciliabules, les concertations, les réunions, et on a du mal à entrer dans l'action concrète sur le terrain. Et c'est là où on pêche souvent, parce qu'on pourrait très bien commencer, même si on a des grandes ambitions, à les séquencer, à avoir une approche évolutive, en commençant par des actions qui peuvent avoir un impact après 1 mois. Et ensuite, on va évoluer. Nous avons souvent tendance à vouloir voir grand, très ambitieux et sans avoir les moyens d'agir. Et après, on est plombé, on est bloqué. Et vu la multitude des urgences, on a du mal à avancer. Donc, commençons par des actions, notamment de proximité. Je donne un exemple concret aujourd'hui, au moment où on se parle. Imaginez tous ces petits producteurs qui ont travaillé dur et qui ont des tonnes et des tonnes de marchandises qui sont en train de pourrir au moment où on se parle. Donc oui, des initiatives comme Téléma Salissa pourraient aider, mais il faut aussi qu'il y ait un aspect de volonté de certains acteurs de pouvoir aussi faire une fois confiance à certaines initiatives qui sortent de sentiers battus congolais habituels. C'est un appel. C'est un appel As-tu aussi, donc, peux-tu nous donner ton commentaire sur juste ça, sur cette solidarité, sur les actions et comme Biko l'a bien dit, sur cette efficacité que le pays a besoin en fait pour pouvoir avoir des résultats palpables. Tu es sur mute. Tu peux en mute? Voilà. C'est exactement ça d'ailleurs le problème au Congo, du développement du Congo en général, c'est l'efficacité. Comme le dit Stimela, on a des notes, on a des circulaires, on a des lois, on a, comme le dit Biko, on a ces organisations. Maintenant, c'est plutôt sur la question d'efficacité. Et effectivement, ce qui fait, pour en revenir à cette question aussi de qu'est-ce qui empêche justement cette mutualisation des efforts des entreprises en RDC, ce sont les 3 points que Biko a soulevé. Premièrement, c'est une vision. Donc, ça vient, la vision, souvent, ça vient à la tête du pays et c'est même une composante des parties prenantes de la RSE, c'est le gouvernement. Et effectivement, les autorités sociales du pays ont un grand rôle à jouer. Biko l'a déjà dit, mais je voulais juste l'étayer avec un exemple palpable qui est sorti il y a quelques jours dans la presse, un rapport fait par Cordaid qui dit que 2 entreprises minières sur 200 répertoriées ont signé et fait valider le cahier des charges. Un cahier des charges qui a été dicté par le code minier, qui est mis, et donc ça fait des mois que uniquement 2 entreprises sur 200 l'ont signé et validé. Vous imaginez le manque à gagner
en RSE pour les communautés locales par rapport à ce manquement. Et ça, effectivement, c'est du côté des autorités qui doivent, eux, prendre à bras le corps cette question de RSE et l'imposer. Après, il y a effectivement la solidarité, mais je pense que ce qui manque, c'est justement le rapport de confiance. Effectivement, que ce soit les solidarités des entreprises ou même les solidarités citoyennes, on ne sait jamais trop comment ça marche, comment, etc., etc. Donc, ce côté rapport de confiance n'est pas qu'un mot, mais c'est aussi des systèmes d'organisation, des systèmes de suivi qui font que, voilà, ton argent est suivi, comme Litchi, par exemple, où on sait que ça va directement aux bénéficiaires et que le bénéficiaire a ce devoir de rendre compte, etc. Et effectivement, c'est un peu tout ces systèmes qui n'est pas suivi qui fait que les gens ont du mal. Et en plus, cette communauté justement des initiatives des entreprises doit absolument être centralisée dans un cahier des charges parce que sinon, effectivement, ça part dans tous les sens. Et ces cahiers de charges sont souvent disponibles. Comme le disait William, ça ne concerne pas que les communautés des villages. C'est très bien parce qu'elles sont dans une plus extrême pauvreté. Mais effectivement, même Kinshasa devrait avoir son plan de développement social avec qu'est-ce qu'une entreprise comme Vodacom viendrait et se dirait tiens, moi j'aimerais voilà, donner ou j'aimerais participer dans un projet social. Tout ça, ça fait que justement cette communautarisation et ce suivi de cette solidarité peut se faire et être palpable et être impactant. Oui, maintenant c'est moi qui étais sur mute. Merci pour cette réponse. Il y a une question. Bonne question, Joe. Il y a une bonne question qui a été posée par M. Monsieur Lucien Kishabaga, qui aimerait bien poser une question à William. Est-ce qu'on peut lui donner la parole à Monsieur Lucien? Oui, on va donner. Alors, est-ce que Monsieur Lucien, attendez-moi 2 secondes, c'est moi le maître des paroles. Donc, voilà. Il faut que je trouve Monsieur Lucien et on va laisser Monsieur Lucien parler. Monsieur Lucien, est-ce que vous nous entendez? Je vous entends très bien. Voilà, Monsieur Lucien. Vous m'entendez? Vous aviez une question, on vous entend très bien. Vous aviez une question donc, pour Monsieur William Beya? Bon, j'avais une question par rapport à… C'était à Mouchia, en fait. Hein? Ok. Elle a parlé, de la RCE. Est-ce que je peux poser la question? Allez-y, allez-y. Allez-y, allez-y. Oui, donc, je disais par rapport à la gestion du personnel donc, pendant cette période de crise avec le Covid. Hein, donc, il a dit qu'en voulant respecter les objectifs du développement, il y a certaines entreprises qui ont décidé carrément de donner des congés à leurs agents, et les autres agents, les employés qui ne travaillent pas. Est-ce que cela n'est pas un signe de perte de bénéfices pour ces entreprises-là? Comment faire pour remonter la pente si on continue à payer les agents qui ne participent pas au rendement? Alors, effectivement, merci pour cette question. En ces temps de crise, de toute façon, il est clair qu'il y a des pertes, mais c'est vrai que ces genres d'aides sont clairement des sacrifices de la part de l'entreprise. C'est pour ça que ces aides ne doivent pas durer. Hein, c'est pas viable hein, pour une entreprise de payer éternellement des salaires pendant que la production ne se fait pas, et c'est pas l'âme d'une entreprise que de faire du social. C'est pour ça que d'une part, l'État devrait justement avoir ce genre d'aide pour subvenir, mais pour l'entreprise, pour que ce temps-là soit le plus court possible, c'est de se réinventer et de préparer son après. Hein, de préparer déjà même son pendant confinement. Il y a certaines entreprises qui voilà, stimulent leurs salariés à télétravailler ou voilà, à se réinventer différemment. Et de toute façon, c'est justement ça un peu la résilience de l'entreprise, de rapidement retrouver sa production. Mais il est clair que ces entreprises doivent passer par cette phase de solidarité, de sacrifice, tout comme on l'impose aussi, par exemple, à des bailleurs d'appartements, cette phase de tolérance, de sacrifice. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on va
On va donc demander à William de répondre à une autre question, où c'est plutôt un constat de M. Patrick Bakengela, qui dit le lien entre performance et RSE est à mon sujet indirect. L'entreprise est dans un environnement dans lequel se trouve la population. Les activités de la RSE peuvent améliorer l'image de l'entreprise et donner une image favorable au niveau de la population. Cela peut éténuer la menace d'avoir la population qui est contre les initiatives de l'entreprise. La RSE peut agir au niveau du micro-environnement de l'entreprise. Que penses-tu, William, du raisonnement de Patrick Bakengela? Je comprends le raisonnement. À nouveau, on se trouve dans une situation où on parle d'entreprises qui sont dans des zones rurales, essentiellement. Je comprends parfaitement le raisonnement. Maintenant, si une entreprise fait du social uniquement pour son image, la démarche, dès le départ, est déjà biaisée. Il y a déjà un problème. Le but de faire du RSE n'est pas uniquement pour pouvoir vendre une image une bonne image à la population et éventuellement aux investisseurs, mais parce qu'on croit au projet et on croit que ce que l'on est en train de faire va apporter une véritable amélioration à long terme. Mouchia a parlé tout à l'heure d'apprendre à pêcher plutôt que de donner des poissons. C'est ça l'initiative du RSE et c'est ce qu'on attend de la part des différentes entreprises. Maintenant, le lien entre le RSE et la performance dont je parlais tout à l'heure, je ne parlais pas uniquement par rapport aux partenaires extérieurs, mais également par rapport aux partenaires internes. Dans la RSE, il y a une amélioration des compétences, l'intégration des personnes avec handicap, l'augmentation du nombre de personnes de sexe féminin dans l'entreprise. Donc, qu'est-ce que l'entreprise fait, par exemple, en interne pour développer et pour s'assurer que ces personnes qui sont parfois plus fragiles puissent également bénéficier des mêmes promotions. C'est également ça. Donc, ce n'est pas uniquement, et c'est par là j'entendais qu'il peut y avoir une amélioration des performances de l'entreprise. Ce n'est pas uniquement par rapport à une vente d'images à l'extérieur, mais c'est également par rapport à un vrai programme d'initiative interne pour mettre en place des structures ou des activités qui permettent le développement des employés, et quels qu'ils soient. Voilà. Je voulais donner un exemple par rapport à ce que William, justement, juste pour étayer, pour illustrer, parce que j'étais en train de citer justement les bonnes actions qu'ont fait certaines entreprises au Congo, et pour vraiment appuyer sur ce que dit William, c'est-à-dire que les bonnes performances, donc l'entreprise doit comprendre que développer son social, ça lui permet de faire des meilleures performances, et notamment, par exemple, beaucoup d'entreprises vont au fin fond d'un village et ne trouvent pas les ressources humaines qu'il faut parce qu'ils avaient besoin d'employés, par exemple, qui aient telle qualification, qui aient tel niveau d'études. Une entreprise qui mise sur l'éducation dans son environnement, qu'est-ce qu'elles font, ces entreprises qui manquent de salariés? Ils prennent des expatriés, par exemple. Un expatrié coûte très cher et influe sur les performances de l'entreprise. En développant l'éducation localement, ça vous permet justement d'améliorer vos performances puisque vous n'aurez plus à prendre vos salariés de l'Afrique du Sud, vous les prendrez directement dans votre village ou même en ayant soutenu par exemple l'université de Lubumbashi par exemple. Dernièrement, en initiative RSE, il y a par exemple l'entreprise Glencore dans le Lualaba qui a soutenu le développement d'un hôpital qu'ils avaient déjà, mais ils l'ont aménagé spécifiquement pour le coronavirus. Ça, c'est de la RSE. C'est une entreprise qui investit dans sa santé et du coup, d'avoir même des salariés qui, quand ils ont un problème de santé, ne sont pas obligés d'être rapatriés en avion ou d'aller à 300 km pour se faire soigner parce qu'ils ont des hôpitaux locaux environnants qui sont bons. Ça les améliore également en performance. Il y a Vodacom, par exemple, qui a lancé la plateforme Vodaeduc qui existait déjà, mais là, depuis le coronavirus, cette plateforme contient 8000 cours en ligne, même pour les villages ou même pour Kinshasa, les écoles des périphéries. Ça aide à la performance, donc à l'éducation de la population qui leur servira plus tard.
Merci. Dans le sens, si je peux me permettre alors, un petit commentaire. Oui, Nico je va vais juste dire, avant ton commentaire, je vais juste dire qu'il nous reste 5 minutes. Donc, on doit essayer de wrap up. Donc, fais ton commentaire, mais essaie de le faire court. Mais rapidement, c'est par rapport aux deux interventions. Donc, tantôt Mouchia, dans l'exemple qu'elle donne, je reste persuadé que l'exemple par exemple, concret qu'elle a donné de Glencore, je reste persuadé que si on arrive rapidement à avoir un système, je ne doute point de la bonne volonté de Glencore, mais avoir un système où on mutualise davantage les efforts, cet investissement de Glencore dans cet hôpital, il est limité peut-être à ses employés ou à quelques personnes qui pourraient avoir accès. Mais si ce budget était mis dans un package qui va servir, et avec plusieurs autres entreprises, avoir un hôpital qui peut avoir une plus grande capacité et qui peut aussi servir pour la plus grande partie de la population qui se trouve dans ce coin du pays. Voilà des exemples concrets où on pourrait répondre à des besoins liés à l'entreprise, éviter d'avoir à faire cette évacuation sanitaire, par exemple, mais aussi aider au développement au niveau local. Et c'est ça qui est important pour notre pays. Alors, par rapport aussi à l'exemple tout à l'heure de l'intervention de la RSE, je sais qu'il ne reste pas beaucoup de temps, je donne un exemple très simple par rapport à l'impact. Tout à l'heure, on disait, on paye des employés, il y a un sacrifice à faire, Mouchia en a parlé, l'aspect social, ça ne peut pas durer longtemps, l'État doit essayer d'aider. L'État au Congo, les moyens sont très limités. Mais en termes d'impact, aujourd'hui, il peut y avoir, on parle de Kinshasa par exemple, on trouve des écoles publiques, on trouve par exemple des centres hospitaliers qui ont besoin d'un minimum, de fût-ce qu'un rafraîchissement en termes de peinture. Il y a des actions qui peuvent être menées en engageant, une entreprise peut très bien engager des artisans ou des personnes qui vont être en mesure de travailler pour réhabiliter certaines infrastructures et appeler ces employés qui sont en temps mort ces jours-ci pour venir donner un petit coup de main et travailler justement dans ce cadre-là. Donc, ils vont les payer, ils vont les occuper, ils vont tisser des liens entre les employés dans une activité sociale utile et aussi donner une belle image de l'entreprise auprès de la société dans un moment de crise. Il faut une solidarité qui ne soit pas simplement dans une approche où on donne de l'argent et après c'est fini. On a aussi la responsabilité de montrer concrètement comment on met la main à la pâte au quotidien. Et donc, moi, je pense qu'il doit y avoir un travail où on apporte des idées, des idées qui est de l'autre côté la capacité de pouvoir réagir et de pouvoir soutenir les bonnes idées. Et donc, c'est par rapport à Nico, ça. je dois… je sais que c'est très passionnant, donc on pourrait continuer encore pendant des heures. Mais il nous reste que 2 minutes. Mais sur base de ce que toi tu as dit, Biko, si en 30 secondes, William, tu penses que c'est une bonne idée de mettre les agents qui ne travaillent pas, de les mettre dans des programmes de RSE pour pouvoir aider la population et ainsi de suite, vu qu'ils sont quand même payés, mais ils sont à la maison. Oui, tout à fait, c'est une excellente idée. Oui, c'est une excellente idée, mais on est dans un cas très spécifique où les employés ne travaillent pas et il y a un confinement. Donc, les employés ne savent quand même pas être productifs. C'est juste ça que je veux préciser dans ce cas ici. Mais sinon, la base, oui, c'est une excellente idée. OK. Une dernière question, et puis après, on va wrap up. Merci. Alors, ça vient de Christian Bombilé qui nous dit, si l'on pouvait chiffrer la RSE, est-ce que le patronat congolais régional ou national a une idée de combien cela représente? Si oui, pourquoi ne pas entreprendre de manière concrète des projets qui auront un impact visible sur la population? Alors, Christian Bombilé, on ne pourra peut-être pas répondre à toute ta question, mais on va juste laisser 30 secondes à chacun de pouvoir dire quelque chose s'ils le savent. Est-ce qu'on a des chiffres? Alors, je chiffre non. Chiffre non parce que la RSE a un caractère obligatoire pour certains, notamment les miniers, et un caractère volontariste pour les non-miniers. Et justement, moi, j'insiste beaucoup toujours sur le côté volontariste. Et c'est vrai que ce serait très intéressant voilà, on voit toutes ces grandes entreprises qui font des grands bénéfices qu'ils annoncent dans la bourse. On voit tous aussi ces PME. Même moins grandes entreprises qui réussissent aussi dans ce pays et j'espère que beaucoup d'entre eux doivent réussir puisque c'est un pays qui a énormément de potentiel et justement si on prenait une part parce que dans les cadres légaux, par exemple dans le secteur minier, c'est très précis, c'est un pourcentage du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise minière et par année, ça représente des millions. Et c'est même ça qui est étonnant parce que quand on regarde la mine et qu'on regarde l'environnement, on n'arrive pas bien à peser justement cet impact. Mais ce serait intéressant en termes de solidarité justement de se voir tous ces grands groupes et de se réunir autour d'un projet commun
pour que cet argent puisse justement, de façon concertée, avoir un impact visible. Merci. Biko, un dernier mot, s'il te plaît. Écoute, un dernier mot par rapport à ce point précis. Je n'ai pas les données, c'est difficile à les avoir dans notre pays, mais je dirais que si on prend le cas du secteur minier où c'est obligatoire et ce pourcentage du chiffre d'affaires et qu'on le donnait comme référence au niveau national, même si les autres secteurs, c'est volontariste, une manière d'inciter les entreprises à agir et à chercher justement des initiatives concrètes à soutenir, ce serait par exemple d'avoir chaque année un palmarès qui sortirait, qui citerait toutes les entreprises qui ont accompli une tâche dans ce domaine et qui ont atteint le fameux pourcentage au niveau obligatoire, ou les autres qui sont dans la catégorie des volontaires, qui se sont rapprochés de cette référence en prenant les mines. Et s'il y a ces palmarès qui sortent, par exemple, tous les ans, je suis persuadé que d'une année à l'autre, on va avoir de plus en plus d'entreprises. Et si l'État prend une initiative de faire, par exemple, une grande soirée de récompense des entreprises qui ont réussi à atteindre cet objectif, et voilà, on aura un exemple concret de motivation, d'émulation, et nous aurons davantage d'actions concrètes et mutualisées dans ce domaine. Donc, je pense qu'il y a une question encore la question de transparence. Oui. En tout cas, merci. William, un dernier mot? Je pense que tout a été dit à ce niveau-là. Le problème, c'est effectivement se trouver avec deux groupes, un qui est obligé de le faire et l'autre qui n'est pas obligé. Mais la proposition, par exemple, du palmarès, les chiffres sont disponibles. Hein. Pour ceux, c'est obligatoire. Pour les miniers, les chiffres sont accessibles. Mais effectivement, mettre cette information de manière concertée, centralisée et accessible pourrait faciliter la lecture. Parce que pour l'instant, chacun doit faire un suivi chez chaque minier pour savoir ce qui a été fait. OK, mais merci. Pourquoi ne pas prendre et noter ça, Mianda, et de voir comment est-ce que dans le cadre de Kelobantu, on peut essayer de travailler ensemble avec les différentes entreprises partenaires pour mettre en place ce palmarès-là. C'est une bonne idée. Hein. Alors, on va donc wrap up. On a dépassé le temps, mais de 3 minutes. Oui, malheureusement, on va devoir se quitter. Donc, d'ici 2 minutes, on va se quitter. Merci à vous, participants, d'être venus et d'avoir participé activement. Nous avons reçu beaucoup de questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, malheureusement, mais nous allons essayer de le faire dans le rapport. Dans le rapport qui vous sera envoyé d'ici quelques jours. Donc, nous avons vos adresses email et vous allez avoir ce rapport-là. Alors, dans 2 semaines, nous allons refaire un autre webinaire. Et dans 2 semaines, ce webinaire-là est sur le thème, voilà, j'ai Johnny, qui a la technique, qui est là et qui vous montre le webinaire. Donc, c'est quel est le plan, on va parler de l'optimisation de la productivité, et on demande donc le thème, c'est quel est le plan de relance des activités dans l'actuel contexte de la crise. Et alors, on aura des DG de différents secteurs d'activité de la RDC qui seront là et qui vont nous parler juste du plan de relance dans leur secteur d'activité et du plan de relance en général pour pouvoir redémarrer les activités. Il y en a beaucoup qui sont en suspens, il y en a d'autres qui sont en baisse. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Y a-t-il des plans pour pouvoir le faire? Aussi, je voudrais terminer pour dire que William Beya, qui est là, est en train, donc nous sommes en train de mettre en place une masterclass. Les dates vous seront données ultérieurement. Mais donc pour ceux qui aimeraient revoir William et échanger avec lui, il y aura une masterclass qui sera mise en place plus tard. Ceci, c'est Sodeco Academy qui met en place cette masterclass-là. Encore une fois, merci à vous tous. Merci à vous, panélistes, qui avez pris votre temps donc 1 heure et demie. Vous avez pris votre temps. Mon Internet est parti. Je ne sais pas si vous m'entendez. Merde. Sur l'inventaire. Puisse pas être là. Ah, voilà, il est de retour. Excusez-moi, ça aurait été horrible qu'il ne puisse pas nous dire au revoir. Le courant est parti juste quand j'étais en train de vous dire merci, que je disais merci à mes chers panélistes, merci d'avoir pris votre temps. La responsabilité sociétale,
est un des piliers du développement d'un pays. Et la solidarité des entreprises, des associations et les différentes initiatives sont des choses que nous devons impérativement mettre en avant et mettre en place et travailler ensemble. Kelobantu, fait partie du programme de responsabilité sociétale de Sodeiko. On l'a mis en place parce qu'on s'est dit qu'il fallait avoir cette plateforme pour pouvoir discuter sur ces sujets, essayer de voir comment est-ce qu'ensemble on peut aller de l'avant. Donc, merci encore William, merci Mouchia et merci beaucoup Biko pour vos échanges et aussi les enlightenments que vous nous avez donnés par rapport au RSE dans notre pays. Voilà. Merci tout le monde. Je te laisse le dernier mot. J'étais déjà en train de donner le dernier mot vu que tu n'étais plus avec nous. Et je confirme encore qu'on est vraiment bien sur la même page en ce qui concerne la continuité de Kelobantu qui va rester la plateforme sur laquelle on va continuer à se rencontrer. Merci à tous, il n'y a pas à ajouter. Bonne soirée à vous. Merci. Au revoir. Allez, au revoir.